Salut la compagnie, bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Je reçois aujourd'hui Jérôme Goffinet, CTO d'Osan Drinks, une toute petite entreprise belge qui crée des boissons végétales gourmets sans alcool. Osan est un client du groupe CBTW que j'ai rejoint récemment, qui sponsorise ce podcast, je les remercie au passage, et qui me permet à ce titre d'accéder à de nombreuses entreprises aux projets passionnants. L'approche et l'histoire d'Osan Drinks me plaisent particulièrement, car avant d'être mis sur le marché, ce projet était celui d'un chef étoilé qui avait identifié un besoin consommateur, celui des boissons sans alcool, et une solution élégante pour y répondre dans son contexte. C'est ce sujet qu'on va creuser aujourd'hui. Bonjour Jérôme, bienvenue dans le podcast. Bonjour Margot, merci de m'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter rapidement Osan Drinks ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Jérôme Goffinet et je m'occupe d'une petite société qui s'appelle Osan et qui produit des boissons gastronomiques, donc à destination des personnes qui veulent accompagner un repas, mais sans pour autant boire de l'alcool ou boire du vin. Du coup, moi j'ai compris qu'il y a eu 2 étapes dans ce projet. La première, c'est les 15 années que un chef étoilé, a passé avant la création de la société Osan Drinks. Et la seconde, c'est le passage en atelier de production à travers Osan Drinks pour une distribution plus large du concept. Du coup, si on parle de la première partie, est-ce que tu peux m'expliquer comment l'idée a émergé au départ ? Oui, en fait, San de Gimbre est un chef belge d'origine coréenne qui s'est installé dans un restaurant de la région de Namur au milieu de la campagne, et il est très très orienté sur tout ce qui est végétaux. Il a un potager, donc en fait son restaurant est une ferme avec un potager de 5 hectares avec des jardiniers qui travaillent toute l'année à préparer donc les légumes, les fruits, les plantes aromatiques, les différentes herbes. Et lui, en fait, avait une conscience que les gens qui viennent dans son restaurant, à un moment, vu que c'est au milieu de la campagne, ils doivent aussi rentrer chez eux. Et quand on a un service avec 9 plats, 10 plats, si on doit chaque fois accompagner son plat d'un verre de vin, ça finit par faire beaucoup au bout de la soirée. Et donc, son idée était de pouvoir développer des boissons qui allaient accompagner chacun de ses plats. Et il cuisinait ses plats dans sa cuisine et en même temps, il préparait ses boissons au cœur de sa cuisine. Il a développé une technique très particulière qu'on gardera secrète parce que c'est le seul à utiliser ce procédé pour pouvoir faire ses boissons. Mais donc, ça lui a permis de créer chaque fois une boisson adaptée à un plat qu'il cuisinait. Et tout ça en partant en fait sur les bases des plantes qu'il avait dans son potager. Ok. Et du coup, c'était quoi un peu les contraintes et les gros enjeux autour de ce concept ? Alors, la contrainte principale, c'était de se dire que, vu qu'on travaille avec des plantes fraîches, les boissons sont vraiment créées avec des plantes fraîches, donc on n'utilise pas de plantes séchées, on n'est pas comme une tisane ou un thé ou autre, on est vraiment sur une macération, on va appeler ça, mais en fait en dynamisant l'eau dans laquelle on va mettre les plantes. Et donc, ce procédé de dynamisation va permettre d'aller extraire les arômes, extraire les antioxydants, extraire les couleurs des produits. Et alors, à ce moment-là, on obtient une boisson qui a une longueur, qui a une aromatique très importante, mais qui en même temps est très équilibrée et légère. Mais avec une belle acidité, ce qui permet justement de se mettre très bien à côté d'un plat qui est cuisiné tout en finesse, vu que son restaurant est quand même reconnu par le guide Michelin avec 2 macarons et Goemio avec un 19 sur 20. Donc voilà, okay. C'est une très belle cuisine. Tu parlais de dynamisation, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, sans rentrer dans les secrets de fabrication, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, donc la dynamisation, en fait, ça veut dire qu'on va créer un micro-bouillonnement dans l'eau, et ce bouillonnement qui est à basse température va permettre d'aller extraire vraiment tous les arômes du cœur des plantes qu'on utilise. Et donc, voilà, le procédé qui nous permet de créer ces vibrations plutôt que des bouillonnements, ça on le garde secret. Mais, okay. Voilà. Et du coup, je crois me souvenir que quand on a préparé l'interview, tu m'avais parlé du fait qu'un enjeu important, c'était justement de ne pas alourdir. Je crois qu'il y a une phrase que tu m'avais dit, c'était une histoire on ne mange pas 2 fois ou quelque chose comme ça. Exactement. Ça, c'était vraiment l'objectif de San aussi, c'était de pouvoir proposer une boisson qui n'écrase pas son plat.
Et donc, quand on ne boit pas d'alcool, on a tendance à passer sur des softs, des jus. Un jus, il y a quand même beaucoup de sucre dedans, c'est très bon, même si c'est 100% naturel, mais voilà, il y a quand même pas mal de sucrosité, souvent ça vient écraser un peu les plats. Ici, l'idée, c'était, on disait, on ne veut pas donner à manger 2 fois aux gens, on veut que la boisson serve le plat, et inversement, mais pas que l'un écrase l'autre, en fait, c'était ça l'idée. Et alors la contrainte aussi qui aurait bloqué en fait une production à plus grande échelle, c'est que comme tout est travaillé avec les plantes fraîches, il était limité aussi à la récolte en direct, je veux dire, dans son jardin, et aussi au fait que la boisson, elle était produite de jour en jour pour les consommations directement derrière. Ce qui évidemment a dû être adapté pour une mise en production de manière un peu plus importante. Ouais. Et du coup, si on reste encore pour l'instant sur cette étape-là où il était tout seul, d'ailleurs, est-ce qu'il était vraiment tout seul ? Ah ben, il a une brigade avec Oui. lui dans son restaurant, donc c'est lui qui est vraiment, il a l'art de la cuisine, l'art des goûts. Et en fait, ce qui est amusant à savoir, c'est qu'il est à la base également sommelier. Avant d'avoir lancé son restaurant, en fait, il était sommelier. Et donc, il a ce goût du vin, il a ce goût des boissons et des accords qu'on peut faire avec les plats. Et ça l'a fortement aidé pour justement lancer ces boissons. Oui, j'imagine, forcément. Et du coup, c'était quoi un peu les différentes étapes par lesquelles il est passé avant d'aboutir à la solution qui lui plaisait vraiment ? J'imagine que ça n'a pas été du premier coup, je prends du thym, je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dans ses boissons, et Oui. c'est génial, ça accompagne parfaitement tel plat. Ah, il est passé par plusieurs étapes, en effet, parce que, bon, comme je disais, comme il a été sommelier, il a testé plusieurs choses. Il a testé aussi ce qui était disponible sur le marché, parce que des boissons sans alcool, on peut aussi en trouver sur le marché. Mais chaque fois, il trouvait qu'il y avait quelque chose, soit de trop, soit de trop peu. Et c'est comme ça qu'il a commencé à réfléchir, comme un petit chimiste, en fait, dans sa cuisine, avec des Erlenmeyer. Il travaille 1 litre à la fois, donc c'est extrêmement petit. Et donc, par soirée, ben, il devait faire travailler aussi quelqu'un, évidemment, en cuisine. C'est l'équivalent d'un temps plein, en fait, dans un restaurant, de faire des boissons sans alcool. Ok. Et du coup, déjà, là, dans ce que tu nous racontes, je vois déjà des liens avec ce qu'on peut faire, nous, dans le logiciel. C'est que, si je comprends bien au début, il a fait une sorte de benchmark concurrentiel de voir qu'est-ce qui était disponible sur le marché. Donc, nous, ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi quand on a un problème. Bah, avant de se tourner vers une solution sur mesure, on va déjà regarder ce qui existe. Et même quand on fait une solution sur mesure, d'ailleurs, on va s'inspirer de ce qui existe. Et puis ensuite, il a essayé des choses et il a fait de l'amélioration continue. Finalement, il a testé, il a ajusté. Bon, voilà, c'est un principe très très fort dans l'industrie logicielle d'aller par petites étapes et de s'améliorer petit à petit. C'est ça, et je pense que ce que vous faites aussi dans la partie logicielle, c'est d'éviter de faire des choses que d'autres font aussi. Oui. Donc là, c'était le cas aussi pour lui. Et du coup, voilà, et petit à petit, il a abouti peut-être à une première boisson qui lui plaisait. Mais il me semble que quand Ocean Drink s'est créé, il en avait une centaine. Du coup, comment il est passé de 1 à 100 ? Alors là, évidemment, quand on part du principe que dans son restaurant, il produisait une boisson par plat, on ne peut pas proposer ça aux consommateurs. D'abord, c'est illisible, et puis en même temps, c'est pas parce que ça va très bien sur tel plat que ce sera buvable dans d'autres circonstances. Donc ici, ce qu'il a voulu faire, c'est en testant évidemment auprès de sa clientèle de restaurant qui est variée, qui vient régulièrement, mais aussi qui a un palais. En général, les gens qui vont dans ce type de restaurant sont des gens qui apprécient les choses fines et qui ont une capacité de déguster aussi. Donc il a pu tester évidemment dans un environnement réel dans son restaurant. Et alors, il a commencé à réfléchir à savoir comment pouvoir justement créer des boissons qui seraient facilement identifiables comme le blanc, le rosé et le rouge. Et donc, en testant ça auprès de sa clientèle, c'était une première étape. Et puis alors, avant de passer concrètement dans la mise en production et la mise en bouteille, en fait, il y a eu une étape intermédiaire qui a servi de laboratoire. Ce laboratoire-là, c'était de passer via des traiteurs de renom en Belgique qui organisent des événements en général privés, enfin pour soit des particuliers, soit des entreprises. Et donc, ils ont servi de relais vers le marché pour faire tester justement les recettes qui avaient été établies par San. Et donc, grâce à ça, les traiteurs ont pu apporter un retour sur l'acceptation du produit ou non des consommateurs finaux. D'accord. Donc là, c'est l'étape quand Ocean avait déjà rejoint, enfin quand la société avait déjà été créée. C'est juste le début. C'est juste le début. C'est juste le début. Alors attends, on va y venir, mais du coup, avant que vous arriviez, donc vous êtes, enfin Ocean, je ne sais plus combien de personnes c'est, mais
Vous êtes quoi, 3 à 4 Oui, on n'est pas nombreux. On c'est est ça 2 salariés seulement. Ok. Et puis alors, on a des indépendants qui travaillent avec nous pour tout ce qui est production. Et puis, on a les fondateurs qui sont là toujours et qui veillent à ce que tout continue dans la lignée de ce qu'ils ont voulu mettre sur pied, quoi. D'accord. Donc, du coup, avant que les fondateurs arrivent finalement dans l'aventure, donc lui, finalement, si je comprends bien, il avait créé une centaine de recettes de boissons adaptées à chaque plat. Oui, plusieurs centaines même. Okay, plusieurs centaines, d'accord. Oui. Et donc, qui testait au quotidien dans son restaurant, quoi, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Oui, c'est plusieurs centaines de recettes parce qu'en fait, comme je disais, chaque plat, il crée une boisson qui allait avec. En fait, sa carte se renouvelle en permanence. Et donc, chaque fois, il devait pouvoir trouver des nouveaux accords. Et alors, un des points cruciaux, en fait, il y a deux points extrêmement importants dans la création de ces boissons. C'est qu'il y a 2 règles à respecter. C'est l'utilisation d'une part d'un miel d'acacia qui va apporter une structure au produit. On a essayé avec d'autres choses. Par exemple, en Belgique, on a des grands producteurs de betteraves sucrières et le restaurant est d'ailleurs dans cette région qu'on appelle l'ASB, qui est la région de production de toutes les céréales et des betteraves en Belgique. Et donc, en général, le sucre de betterave, en plus, ça aurait pu être vegan si on utilisait ça. Mais quand on utilise autre chose que le miel d'acacia, en fait, les arômes ne tiennent pas. C'est vraiment incroyable. Ça fait partie du secret d'Osan. C'est ce miel d'acacia qui est réellement la structure du produit. Ça, c'est un point. Et le deuxième point qui était aussi tout à fait nécessaire, c'était d'obtenir une acidité qui soit d'un bon niveau, parce qu'en fait, une boisson, ça doit rafraîchir en même temps, ça doit nettoyer la bouche quand on mange. C'est comme avec le vin, on prend un vin plutôt un peu plus acide, si on mange du fromage par exemple, un vin blanc, ça va très bien sur du fromage, pour dégraisser quelque part le palais et faire en sorte qu'on ait une balance qui s'équilibre dans la bouche. Ok, donc ça c'est un peu les 2 piliers. Oui, qu'on va retrouver dans toutes les Osan, enfin depuis le début de la création chez San, il a toujours travaillé là-dessus, ces deux axes-là. Et puis après, il y a évidemment les variantes au niveau des goûts, de la longueur. Mais ça reste, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, ces 2 éléments-là, j'imagine que c'est des choses qu'il a appris. Comme tu dis, il a testé peut-être la betterave. Il y a d'autres choses comme ça qu'il a testé et puis que finalement il a mis de côté parce que ça ne fonctionnait pas. Est-ce que tu sais En fait, ce qu'il y a, c'est pas que ça fonctionnait pas, mais que ça ne fonctionne pas pour être produit de manière plus importante. Il a fait même des eaux de pommes de terre, par exemple, qui allaient très très bien avec un plat qu'il avait créé. Mais boire une eau de pommes de terre, ça plaira pas aux gens comme ça sur le côté. Ici, les boissons qui ont été développées, elles peuvent être bues à l'apéritif ou en accompagnement de plat ou après un dessert ou je veux dire lors d'un goûter même, mais une eau de pomme de terre, ce serait plus compliqué. Oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, donc, quand il en était encore à ces boissons hyper spécifiques pour chaque plat, comment il validait que c'était la bonne... Enfin, par exemple, voilà, il imagine un nouveau plat, j'imagine que ça se passe comme ça, il imagine un nouveau plat, en même temps, il imagine la boisson qui va avec. Oui. Comment il valide que l'accord va bien? Est-ce que c'est lui tout seul, il goûte et il dit bah oui, c'est très bon, ou est-ce qu'il y a quand même un retour utilisateur quelque part? Alors non, c'est vraiment lui et sa signature. C'est vraiment un chef qui est on va dire, on va pas dire que c'est un exhausteur de goût en soi, mais quelque part, oui, c'est quelqu'un qui va très très clair dans tout ce qui est arôme. Et donc en effet, quand il crée un plat, il va créer sa boisson. Mais avec ce que je disais bien, disponible dans son jardin. Donc ça lui permet, il y a des centaines de plantes différentes, mais pas des milliers non plus. Donc ça ferme peut-être un petit peu le spectre des possibilités. Mais néanmoins, à chaque fois, il validait lui-même l'accord et c'est lui qui le propose à ses clients. Mais c'est lui qui met au point chacune des recettes qu'il crée dans son restaurant. D'accord. Oui, du coup, il y a aussi une cohérence sur la saisonnalité. En tout cas, à ce moment-là, forcément, bien sûr. Il ne va pas servir quelque chose avec de la framboise au mois de janvier. Non. Mais c'est cohérent aussi, j'imagine, avec les plats qui eux aussi étaient de saison, je suppose. Oui, voilà. Au mois de janvier, on aura des légumes plutôt fermentés que des légumes frais. Oui, ça va suivre la saisonnalité de son potager. Et tout ce qui aurait été récolté plus tôt dans l'année aurait été transformé en interne par ses équipes et pour pouvoir être servi plus tard lors de périodes où, évidemment, on récolte moins dans les jardins. Ok.
Ça marche. Donc jusqu'à ce moment-là, donc avant que les fondateurs de San entrent dans l'équation, il était un peu tout seul, donc avec sa brigade bien entendu, Oui. mais pas beaucoup de. Finalement, il proposait des choses à ses clients. Éventuellement, j'imagine qu'il pouvait y avoir des clients qui disaient voilà, ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins aimé. Mais globalement, c'était un peu en vase clos, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il a commencé à vendre à l'extérieur avant la création de Sandrinks ou c'est vraiment quand... Non, il a vraiment gardé. Ces boissons étaient produites, comme j'expliquais juste avant, c'est qu'il n'y a pas de conservateur dedans. Ok. Et lui n'avait aucune technique pour faire en sorte que le produit puisse se garder et donc puisse être vendu et stocké peut-être même 10 jours. En fait, ils doivent être consommés dans les 2 jours de la production. Okay. Donc là, à cette étape-là, en fait, il produit tous les jours une boisson fraîche, quoi. D'accord. Mais ça s'arrête là. Donc Ouais. ça, c'était l'étape je produis pour mes clients dans mon restaurant. Ça marche. Ok, et bah, du coup, on peut passer maintenant sur la deuxième étape. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ça s'est passé, cette rencontre finalement? Oui. Alors, on a un des fondateurs qui se prénomme Géraud, qui un jour allait dîner chez San, justement, dans son restaurant, et qui a découvert ces boissons-là. Et puis, il est retourné une autre fois avec des amis, un couple d'amis, et leurs 2 femmes étaient enceintes. Et donc, elles sont d'office parties sur l'accord plat et sans alcool, plutôt que sur l'accord plat et vin. Et à la moitié du repas, il s'est dit, c'est quand même incroyable, c'est délicieux. Et donc, quand le chef est passé, il lui a demandé, mais pourquoi vous ne vendez pas ces produits? Pourquoi est-ce que vous ne les mettez pas sur le marché? Et San lui a répondu, mais non, moi, j'ai pas le temps, c'est quelque chose que je fais dans ma cuisine, mais c'est pas possible de le lancer, je ne pourrais pas m'en occuper. Et alors, Géraud lui a répondu, si vous ne savez pas le faire, moi, je peux le faire pour vous. Et en fait, c'est parti d'une boutade lors d'un dîner au restaurant. Et puis là, San s'est dit, tiens, pourquoi pas. Et alors, avec Jean-Luc, à Troyes, donc Jean-Luc était aussi un chef qui a eu son restaurant étoilé, qui travaille très fort dans le développement plutôt, je ne vais pas dire de masse, mais la transformation de la finesse d'un plat, il va faire en sorte qu'on puisse le servir dans un événement, par exemple. D'accord. Donc, et il a de très grandes qualités techniques. Et donc, à eux trois, en fait, ils ont démarré le projet. Et c'est là qu'ils ont commencé à vouloir tester les recettes, donc d'un blanc, d'un rosé et d'un rouge, auprès des traiteurs qui travaillent dans les événements qualitatifs en Belgique. Donc, aussi bien pour des dîners privés que pour des dîners d'entreprise aussi, où il y a quand même de plus en plus de demandes de pouvoir servir des boissons sans alcool, voilà, pour diverses raisons. Oui, donc là, vous êtes parti à ce moment-là de 100 recettes et l'objectif, c'était d'arriver à combien? À 3. 3, ok. À 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, ça avait été vraiment de vouloir, au moment où on s'est dit, tiens, on va quitter simplement la table du restaurant et la cuisine, si on veut que ça puisse être vendu, il va falloir les, quelque part, je ne vais pas dire vulgariser, mais faire en sorte que les gens comprennent ce que c'est. Et donc, l'idée de travailler, par exemple, sur cette bouteille, qui est on appelle ça une flûte alsacienne, qui est très connue des gens qui boivent du vin. En fait, l'idée, c'était de proposer une boisson équivalente, quelque part, lors d'un repas, qui permet de valoriser le repas aussi, mais qui permet aussi que la personne se sente un peu valorisée et accueillie, par exemple. Vous allez à un dîner, vous dites, tiens, moi, je ne bois pas de vin. Ah ben tiens, je vais te servir un soda ou un jus d'orange ou simplement un verre d'eau avec un long drink avec une rondelle de citron. Je ne vais pas dire qu'on vous infantilise, mais un petit peu. Et donc ici, l'idée, c'était de se dire, voilà, j'ai une belle bouteille, je te sers dans un verre à vin, et l'expérience de la dégustation, quelque part, est relevée par aussi le cérémoniel, quelque part, qui est derrière. Et donc, l'idée devait avoir un blanc, un rosé et un rouge. En fait, ils ont été travaillés pour la couleur d'une part, avec des arômes évidemment, avec des plantes fraîches. Mais l'idée, c'était de se dire que le vin blanc, le San blanc va pouvoir se marier avec le même type de plat. Donc, le San blanc, c'est de la verveine et du curcuma. Ça va très bien aller avec des poissons, avec des crustacés, avec des fromages à pâte dure. Le rosé, c'est du shiso et du basilic. Là, ça va bien aller avec des légumes grillés, avec une salade, avec un plat de pâtes. Et alors, le rouge, qui est de la betterave et de la mûre, à ce moment-là, en fait, il va se marier facilement avec une viande grillée, un plat en sauce, des champignons, parce qu'on a aussi relevé le goût et surtout la longueur et la puissance quelque part
avec des clous de girofle, du poivre noir, des baies de genévrier, du cassis. Donc il y a toute une structure derrière qui se met pour se dire ah bah oui, ça marche bien avec de la viande quand même. Alors on n'utilise pas de jus. Donc il n'y a pas le côté plein, il n'y a pas le côté alcool non plus qui porte souvent. Qu'est-ce qui porte une boisson? C'est le sucre ou l'alcool. Ici, on est loin de ça. Donc l'idée, c'était de réussir à extraire un maximum des plantes qu'on utilise. Et en fait, la dynamisation nous permet d'apporter vraiment une longueur aux produits qu'on n'aurait pas si on travaillait par exemple les mêmes plantes en extrayant à la manière du thé. En fait, ce serait très aromatique au moment où on met en bouche. Mais une fois qu'on aurait avalé, hop, ça disparaît très vite. Et là, au contraire, on a une longueur comme on aurait pu l'avoir dans le vin. Ouais, ok. Tu sais, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que, anecdote personnelle, hein, mais moi, je bois pas de vin, j'aime pas le vin. Je bois un peu d'alcool, mais des alcools plutôt sucrés, justement. Et souvent, dans les apéros, c'est vrai que je me retrouve un peu... bon, voilà, soit on me propose un jus de fruits, soit des fois même on m'oublie complètement. Oui. Et comme j'ai cette même logique de j'ai pas envie de manger 2 fois, et comme j'aime bien manger, tu vois, je veux garder mon appétit pour le repas. Donc le jus d'orange, il m'attire pas du tout, et je me retrouve finalement souvent avec un verre d'eau en me disant c'est bon, moi ça me dérange pas de boire de l'eau. Mais du coup, ce genre de boisson, moi, ce qui a, grâce à mes yeux, souvent, c'est si on me le propose, c'est de la ginger beer par exemple. J'aime bien, c'est le côté voilà, c'est quand même un petit peu original, et puis c'est pas, enfin, des fois je le dilue un peu parce que c'est trop sucré, mais c'est pas excessivement sucré et c'est pas épais, quoi. Mais c'est vrai que voilà, ce genre de boisson, ça m'intrigue, ça m'intéresse parce que ça peut vraiment répondre à un besoin du quotidien finalement. Même si bon, j'ai cru comprendre que en tout cas la cible au départ, ça reste quand même plutôt quelque chose de luxe finalement, à servir dans les grands restaurants, c'est ça? Oui, alors je dirais pas que c'est du luxe, mais de par l'origine des produits et la manière de produire et autres, on arrive évidemment dans une gamme de prix qui fait qu'on n'est pas un produit d'appel, c'est certain. Néanmoins, oui, c'est vrai que notre première distribution, ça reste la restauration avec des prescripteurs. Pour nous, c'est très important d'avoir des sommeliers, par exemple. On a été très fortement aidé par Antoine Pétrus, qui est français et qui en fait était meilleur ouvrier de France en sommellerie. Il est très très connu dans le milieu justement de la restauration pour son expertise en vin. Il est tombé amoureux de nos produits. Et donc, il passe dans plein de restaurants et chaque fois, il dit « Ah, mais vous connaissez Aussan ?» Et grâce à lui, on est rentré dans une quantité très importante de grands restaurants en France, par exemple. Et moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que quand on est présent dans ces grands restaurants, on y est maintenant depuis plusieurs années. Et moi, ce que j'avais peur, c'est de se dire, rentrer quelque part, c'est pas très facile, mais quand on rentre, il faut y rester. Ouais. Et là, c'est le cas. Et donc, ça veut dire que malgré tout, le produit plaît et ça rencontre un besoin du restaurateur et de son client, bien évidemment. Ouais. Bah, du coup, ça fait un lien avec ma question suivante. Je me demandais, est-ce qu'il y a eu, pour choisir les recettes, donc passer de 100 à 3, c'est quand même un sacré challenge, est-ce qu'il y a eu une étude de marché ou une analyse des envies, de ce qu'aiment les gens, ou est-ce que, pareil que sur la première étape, finalement, c'était un peu voilà, le chef avec sa vision et son palais qui a choisi les trois qui seraient sélectionnés, quoi. C'est parti de ça, de la part de San, son choix de pouvoir apporter quelque chose, mais il y a des tests qui ont été faits, en effet, les fondateurs ont fait goûter à des amis, ont fait goûter je disais tout à l'heure, via des traiteurs, jusqu'à ce qu'on arrive à définir justement cette gamme, en fait, qui n'était basée qui n'était que sur des tranquilles, hein, donc des boissons plates, hein, pas de pétillant, ça c'était vraiment le cœur du travail au départ. Et donc ces boissons ont été développées par le chef et alors testées, mais dans des petits groupes. On n'a pas fait des études de marché. Cette start-up, malheureusement, n'a pas les moyens non plus de faire de très grandes études de marché, mais par contre, ça s'est basé aussi sur des études qui étaient disponibles sur Internet. Ouais. Voilà, il y a plein de choses qui ont été faites. Je ne vais pas dire au niveau du goût, mais au niveau de certains marqueurs, justement, le fait que les gens recherchent du moins sucré, que les gens recherchent justement pas d'alcool, la manière dont les gens consomment. On dit souvent, Aussan, c'est bien pour les femmes enceintes, c'est bien pour les gens qui ne boivent pas d'alcool ou des gens qui ont des convictions qui ne leur permettent pas de boire de l'alcool. Mais moi, je dirais aussi, on l'a vu dans les études et ça se voit très fort sur le marché maintenant, c'est le côté flexi-drinker.
où on arrive à un dîner, on est invité, on prend l'apéritif, on va passer à table et en fait de l'apéro au dessert, on vous propose des boissons alcoolisées. Et moi, ce que j'aime bien, je suis un grand fan de vin, dans toute l'équipe, on est tous des grands fans de vin, mais ce que j'aime bien, c'est justement commencer par de l'eau saine, parce que souvent les premiers verres, ce sont des verres de soif. On démarre notre soirée, on prend un verre, et en Belgique, on boit de la bière. Elles ne sont pas toutes légères, donc on prend une bière, on en prend deux. Mais si plutôt on prend une boisson non alcoolisée, en fait, ça déplace, ça retarde la prise aussi du premier verre d'alcool. Et puis, si vous dites, tiens, voilà, on a telle entrée, je vais quand même mettre un vin blanc. Mais en deuxième, pour le plat, je propose justement un Ossan sans alcool. Ça permet de diminuer la dose d'alcool aussi que les gens vont prendre et leur proposer justement des alternatives et de découvrir des choses. Parce que c'est vrai que c'est très différent, évidemment. Mais ça a toute sa place sur une table. Super. Du coup, donc, ouais, pas, en tout cas en amont, pas de ce qu'on appelle nous de la recherche utilisateur, c'est-à-dire aller creuser les besoins. Avant même de commencer à développer un logiciel, on essaye d'aller, moi c'est mon métier, c'est le design, et donc d'aller rencontrer les utilisateurs pour comprendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs contextes. Ça, finalement, dans votre cas, il n'y avait pas forcément de gros enjeux là-dessus. En tout cas, le problème, il était déjà identifié. Les bribes de solutions, enfin, la piste vers laquelle aller aussi. Et du coup, c'était plutôt le test des recettes. Donc voilà, il est parti sur quelques recettes. Vous les avez testées, vous avez itéré finalement, comme on disait tout à l'heure, plutôt dans une logique d'amélioration continue. Mais voilà, pas une grosse phase en amont, si je comprends bien. Non, non. Et pourquoi ? Parce que en fait, c'était l'idée de créer une marque sans compromis. Et le fait de demander son avis à tout le monde, on a autant d'avis qu'on a de personnes en définitive. Et là, l'idée, c'était de se dire, on veut créer une société dans laquelle on sera en phase avec les enjeux quelque part de la société. Voilà. Moi, par exemple, j'ai travaillé 5 ans dans le vin, 10 ans dans la bière trappiste, donc pas mal de temps dans les boissons alcoolisées. Et le fait de se dire à un moment, on va basculer vers quelque chose de durable quelque part, de meilleur pour la santé, pour les gens, c'est une idée qui fait sens. Et pour que ça fasse sens, il fallait qu'elle soit entièrement honnête. Et donc, on a essayé de pousser tous les curseurs au maximum. Par exemple, on produit maintenant, notre atelier est basé dans une ferme, c'est la première slow farm de Belgique. Donc, on a autour de la ferme, on a une trentaine d'hectares qui sont protégés et tout ce qui est fait dessus est en bio, avec des vergers. On puise notre eau en dessous de la ferme. Donc, il y a une source en dessous de la ferme et qui est contrôlée par une entreprise belge qui est très connue pour son eau, qui est Spadel, qui fait la spa, l'eau de spa, la bru. Donc, on a un suivi qualitatif de l'eau qui est vraiment très, très bon et qui nous permet aussi d'avoir une eau qui ne va pas apporter un goût d'un produit ou d'un autre. Ce matin, je buvais de l'eau en me levant, l'eau du robinet, et malheureusement, ici, elle est chlorée, mais à outrance, quoi. Et donc, ça, évidemment, on ne peut pas avoir quand on crée nos produits. Donc, l'idée, voilà, on voulait une eau impeccable, on voulait aussi que l'énergie qu'on utilise soit durable. Et donc, en fait, à l'arrière de la ferme, il y a un champ photovoltaïque et il y a une éolienne. Et donc, toute l'énergie en fait, qu'on utilise vient du renouvelable. Et donc, on essaie de chaque fois pousser les curseurs au maximum. On travaille aussi avec un atelier protégé qui nous permet, grâce aux ventes que CBTW nous organise en ligne, en fait, tout ce qui est mis en paquet, voilà, c'est un atelier protégé avec des personnes porteuses de handicap qui nous préparent ça et qui envoient ça par la poste. Donc, on a du social, on a de l'environnemental et on a aussi voilà, une boisson qui est pleine de qualité quelque part. Elle a la digestibilité de l'eau, elle ne vous pèsera pas sur l'estomac, elle ne vous fera pas tourner la tête. Enfin, voilà, l'idée, c'était d'avoir quelque chose le plus complet possible. Ok, génial. Et du coup, comment vous évaluez la qualité de l'expérience utilisateur ? Tu as mentionné le fait que, ne serait-ce que vous entrez dans un restaurant et vous y restez, ça c'est une bonne mesure. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme indicateur finalement que ce que vous faites, ça plaît ? Alors, on a plusieurs choses. Moi, j'aime bien vérifier l'expérience utilisateur à 3 niveaux. Celle d'un prescripteur, par exemple, comme pourrait l'être un caviste, celle d'un sommelier qui est dans son restaurant, et celle du consommateur final que je peux rencontrer dans un magasin. Donc celle du sommelier, je vais vous raconter une petite expérience. On a fait le tour de beaucoup de cavistes en France, en Suisse aussi. Et un jour, justement, j'étais chez un caviste à Genève, et il fait partie d'une chaîne de cavistes qui a nos produits.
Et donc, je dis, tiens, vous avez goûté au SAN, parce que je vois que vous le vendez. Ah non, non, j'ai jamais goûté, mais moi, ça m'intéresse pas. C'est pas du vin, je suis un marchand de vin. Comprenez que tout le reste, c'est pas intéressant. Je dis, mais allez, attendez. Je suis là, je suis venu de Belgique. Faites-moi plaisir, je suis venu avec des bouteilles, je vous fais goûter. Bon, allez, d'accord, je veux bien. Hop, je lui sers un verre. Et puis au moment où il prend sa première gorgée, je vois sa tête qui change complètement. Et en fait, ça, c'est génial. Et puis il m'a dit, mais c'est super intéressant. Et puis on est parti. Et puis maintenant, il pousse nos produits parce qu'il trouve que ça a de la valeur ajoutée. Et aussi, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour lui? C'est que, je leur ai bien dit, on n'est pas là pour remplacer vos ventes de vin. On est là pour que vous puissiez faire une vente supplémentaire à côté aussi. C'est de se dire, vous avez quelqu'un qui vient pour un dîner, enfin qui veut organiser un dîner, voilà, je vais cuisiner ceci, cela, qu'est-ce que vous me conseillez comme vin à servir à mes invités? Mais le caviste va proposer les différents vins, le client va prendre les différents vins, et à la fin de la discussion, il peut lui dire, vous êtes sûr que tout le monde boit de l'alcool? Sinon, j'ai une alternative pour vous. Et donc à ce moment-là, le caviste peut proposer une bouteille d'Aussanne. Et là, du coup, il voyait les choses différemment aussi. Mais le fait d'avoir goûté, ça l'a marqué. En fait, notre gros challenge, c'est de faire goûter le produit. Les gens ont tendance à être réticents par rapport à ce qu'elles ne connaissent pas. Et comme on a un produit qui est, je pense pouvoir le dire, on est les seuls à produire de cette manière-là ce type de boisson, c'est encore plus compliqué d'arriver à convaincre les gens parce qu'on ne sait pas dire, oui, c'est un autre vin, c'est un autre Bordeaux, je connais, je vais goûter. Non, ici, on n'est pas un jus, on n'est pas un thé, on n'est pas un kéfir, on n'est pas un kombucha, on est au san. Ouais. Et donc, c'est tout à fait particulier. Donc ça, c'était pour l'expérience caviste. Et puis la deuxième, je disais, c'est le sommelier. Et là aussi, où le chef, le restaurateur, et une belle expérience que j'ai eue là-dedans, c'est avec un chef, enfin, il a eu 2 macarons, puis il a changé, il a créé un autre restaurant, maintenant il en a un, mais il voulait pas entendre parler de nos produits. Il y a aussi parfois un petit peu comment dire, de fierté chez les chefs. Et donc, utiliser le produit d'un autre, c'était peut-être pas ce qu'il voulait. Mais il dit non, je produis mes boissons moi-même. Voilà. Et puis 1 an après, on lui a demandé, t'es sûr, tu fais encore tes boissons, t'as pas besoin de nous? Il dit non. Il dit, mais vérifie quand même combien de temps ça leur prend. Et puis 15 jours après, il a appelé, oui, vous avez raison, ils sont débordés en cuisine, ça prend trop de temps. Voilà, envoyez-moi un carton de chèque pour commencer. Et puis maintenant, il recommande régulièrement. Donc, il a goûté, il a bien aimé, il s'est rendu compte qu'il y avait un besoin par rapport à sa clientèle, et il s'est rendu compte que le métier d'un restaurateur, c'est pas de faire des boissons non plus. Il disait c'est beaucoup plus simple ici, c'est comme ils font pas leur vin eux-mêmes, enfin voilà, c'est toutes des choses évidemment qui sont du coup de l'ordre de la spécialité, quoi. Et alors, comme je disais, la troisième expérience qui pour moi est la plus amusante à vivre, c'est celle du consommateur, et on est présent régulièrement dans des magasins ou chez des cavistes pour faire goûter nos produits. Et ça, c'est gai parce que ça veut dire qu'on est directement en contact avec les gens consommateurs finaux. Et de nouveau, on est là avec une petite table, nos bouteilles. On va parfois à Paris dans une cave sans alcool aussi. Et le fait de faire goûter les produits, en fait, ça engage les gens beaucoup plus directement dans l'appréciation du produit. Et donc, elle dit, mais oui, mais c'est intéressant, mais ça colle pas, c'est pas sucré. Et donc, c'est là aussi qu'on a pu adapter notre discours, je pense, grâce au retour des consommateurs. Le fait, par exemple, qu'on soit très faible en calories, voilà, je disais tout à l'heure, dans le shiso basilic, on a du 4 calories au 100 millilitres, c'est vraiment très faible. Mais moi, je voyais ça comme une info technique. Mais après, c'est les consommateurs, ils disent, mais vous n'avez que 4 calories? Oui, c'est génial. Ah bon? Et donc, parce que pour moi, voilà, c'est du technique, c'est pas un argument commercial à la base. En fait, ça finit par en devenir un quelque part, parce qu'on nous l'a tellement dit. Et donc, c'est cette expérience remontée de terrain quelque part qui nous donne des arguments aussi pour développer après notre distribution. Ok, c'est super, ouais, ça fait vraiment écho à ce qu'on fait nous dans le logiciel, parce que en général, donc soit quand on a fait une maquette, soit quand on a développé une première version, un premier parcours utilisateur, on va le soumettre à des utilisateurs finaux pour voir leur réaction. On appelle ça souvent donc il y a plusieurs méthodes, mais celle qu'on utilise le plus, c'est le test utilisateur. Et donc l'idée, c'est juste de leur mettre soit un prototype, soit un logiciel entre les mains en leur disant, voilà, essaye d'accomplir telle tâche. Et puis, on reste là silencieusement à observer. Et du coup, ça permet de voir les endroits où ils bloquent, les endroits où ils ont des hésitations.
ou alors ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils trouvent bizarre, un mot qui n'est pas adapté, ce genre de choses. Et donc, ouais, ça ressemble pas mal. Du coup, là, ce que vous faites, c'est de l'observation terrain sur le terrain des gens qui réagissent au contact du produit quand ils le découvrent. Et du coup, pas seulement sur la dégustation, parce que finalement, l'expérience, elle est bien plus globale que ça. C'est ce que tu dis. Voilà, juste en voyant le 4%, bah, ça crée quelque chose. Et c'est aussi un concept qui est important dans le logiciel, qu'on a des fois du mal à travailler vraiment. Mais le fait que l'expérience utilisateur, elle n'est pas seulement dans le moment où on consomme, entre guillemets, le produit, mais bien du premier moment où on est exposé à de l'information sur ce produit jusqu'au moment où on va peut-être le recommander derrière. Et en fait, il y a plein d'étapes et avec beaucoup de notions de marketing, d'ailleurs, justement, avant, après. Et du coup, oui, donc tu as dit qu'il y avait cet argument-là que vous avez découvert finalement grâce aux tests utilisateurs, enfin je les appelle comme ça, mais grâce aux observations terrain. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont remontées, des choses que vous avez ajustées suite à une mise en contact avec les utilisateurs finaux? Mais en fait, tous les ajustements ont été faits avant l'étape de lancement sur le marché en bouteille. En fait, l'adaptation a été créée suite au premier mois, je vais dire non, allez, on va dire carrément un an et demi après le lancement, parce qu'en fait, la création de la société Osan a été faite juste au début du Covid, juste avant. Okay. Un mois avant le Covid, c'était le moment où voilà, on crée Osan. Et comme l'idée, c'était justement de s'attaquer à l'événementiel, on produisait dans des poches de 3 litres comme un cubi. Ce n'était pas des bouteilles, quoi. Et donc, et c'est là aussi que se sont passés quelque part les tests, en effet, au niveau des consommateurs et des utilisateurs. Et le fait d'avoir un cubi quelque part, bien, on sait qu'il y a certains traiteurs, par exemple, forcément, ils n'arrivaient pas avec un cubi pour servir les gens dans un verre, donc ils mettaient ça en carafe. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y en a qui disaient que c'était leur production aussi. Et là on s'est dit, mais enfin, il y a quelque chose à jouer. Et donc, l'évolution est passée par le packaging, mais par rapport à des retours aussi du terrain en disant, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est, le fait de venir servir avec une carafe, le produit n'est pas identifié, et c'est là où on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose et travailler sur un packaging. C'est comme ça qu'on en est venu à la bouteille, à la bouteille 75 centilitres classique, entre guillemets. Le packaging est une évolution aussi des remontées qu'on a eues sur le terrain. D'accord. Maintenant, il y a aussi dans l'expérience, comme vous expliquiez, Margot, c'était le fait que le consommateur passe par différentes étapes. Et je vais prendre l'exemple de notre Osan rouge, qui est à base de betterave et de mûre, comme je disais. C'est très clivant, la betterave. Il y a des gens, enfin, évidemment, quand on est dans le nord de la France, les gens, c'est leur Madeleine de Proust, la betterave rouge. Mais peut-être moins dans le sud de la France, et déjà moins à Lyon. Et du coup, parfois, au nez, en fait, les gens disent « Ah, mais non, la betterave, j'aime pas. » Je dis, souvent, quand ils me disent ça, je dis « Mais attendez, je vais vous rassurer, moi, je suis pas un fan de betterave du tout non plus, mais goûtez. » Et en fait, à ce moment-là, ce qui est très amusant dans l'équilibre des boissons qui ont été créées, c'est que la betterave est présente aussi à la dégustation et va apporter justement le côté terreux qui va donner l'accompagnement parfait par rapport justement à une viande grillée, par exemple. Et alors derrière, par contre, il y a toutes les autres nuances qui vont arriver, et la mûre, elle va arriver aussi. Et donc, ça perturbe un peu l'essence, on se dit « Ah, mais tiens, je retrouve ça, et c'est super gai. » Et quelqu'un qui a un bon nez, il va retrouver la baie de genévrier, il va retrouver le clou de girofle. Mais c'est comme dans un vin, on dit « Bah, tiens, dans cette région-ci, on est très fort sur la syrah, par exemple. Et bon, on va retrouver les épices et tout ça, mais évidemment, la syrah, c'est pas une épice, c'est un raisin à la base. Et avec nos assemblages, quelque part, eh bien, on crée aussi cette complexité qui fait que les gens vont dire « Tiens, j'ai une première approche, et puis j'en ai une seconde, et puis même une troisième, et puis il y a une rétro également. » Et c'est ça qui est assez passionnant dans les produits qu'on crée. Ouais, super. Et du coup, il y a besoin finalement de rassurer un petit peu le consommateur, dans certains cas, qui a une appréhension, tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas connu, on ne peut pas le comparer à autre chose. Quel moyen vous mettez en œuvre pour rassurer les gens qui seraient un peu... voilà, si tu es là, tu peux expliquer, tu peux rassurer, mais si tu n'es pas là, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est vrai qu'on doit y travailler assez fortement, c'est pour ça que
passe toujours par des prescripteurs. C'est ce que je disais, le caviste est un prescripteur, le sommelier ou le restaurateur est un prescripteur. En magasin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le fait de retrouver nos produits, on n'est pas dans la grande distribution parce qu'on cible un certain niveau de distribution, mais donc comme on est dans des magasins un peu plus spécialisés alors, chez certains bio, on va dire, eux, ils ont encore le contact avec le client, qui va dire, mais tiens, c'est quoi, vous pouvez me conseiller? Et donc là, ça marche. Mais si on avait ça, si on mettait de l'Ossane en grande distribution, je ne pense pas que ça sortirait facilement parce que ce n'est pas facilement compréhensible. Et donc, ça nous demande, d'une part, d'être actifs physiquement au travers de nos prescripteurs, mais aussi, ce qui nous aide énormément, c'est la prescription qui passe au travers des réseaux sociaux, au travers d'Internet, de tout ce qu'on met en place justement avec CBTW pour pouvoir faire connaître le produit. Et on utilise ces prescripteurs, restaurateurs, sommeliers, cavistes dans notre communication. Donc on essaie de faire en sorte que des gens qui sont connus, parce qu'on a des clients que tout le monde connaît parce qu'ils sont dans les émissions de télé de cuisine, hein, les deux principales, je veux dire 80% de ces chefs-là servent nos produits dans leur restaurant. Et donc, le fait de simplement dire, ben voilà, on est dans tel restaurant, ou on est dans tel grand hôtel, dans tel palace à Monaco ou à Paris, ben en fait, les gens disent, ah, mais c'est que c'est peut-être quand même intéressant. Et malgré tout, le prix de vente n'est pas complètement, n'est pas si élevé que ça par rapport aux références qu'on peut mettre face aux gens, quoi. Oui, donc les gens qui vont acheter sur le site, enfin les individuels qui vont acheter sur le site en ligne, ça va être soit des gens qui l'ont déjà goûté dans un restaurant, Oui. ou enfin à droite ou dans une cave ou je ne sais quoi, ou alors des gens qui sont curieux parce qu'ils en ont entendu parler sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Il y a vraiment cette dualité-là, et c'est pour ça qu'on investit quand même assez fortement dans la communication en ligne. On est une toute petite structure, et on n'a pas les moyens d'aller faire des campagnes d'affichage, de presse quotidienne, de magazines, de cinéma. Donc, on pourrait peut-être faire des placements de produits dans le prochain James Bond, mais peut-être pas pour tout de suite. J'avais une autre question sur l'évaluation de la qualité. Tu m'as parlé effectivement des 3 niveaux pour évaluer la qualité de l'expérience utilisateur. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de la qualité plus contrôle qualité, enfin quelque chose très normé, comme dans les produits médicaux, par exemple. Alors, on n'est pas sur un produit médical, mais c'est quand même quelque chose qu'on ingère. Donc, qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? Oui, alors comme je disais, il y a des contrôles en amont. Les contrôles évidemment sur l'eau, les contrôles sur les ingrédients qu'on reçoit, parce qu'il faut savoir que tous nos ingrédients, en fait, pour Rossane, on les fait produire, on les commande à l'avance à des maraîchers. Donc des maraîchers bio en Belgique et en France, parce que grâce à ça, on va limiter le risque climatique. Hein. Si jamais on avait une tempête, parce que ce sont des tunnels à ciel ouvert dans les campagnes, donc s'il y a une tempête et que tout se fait arracher, ça veut dire qu'on ne saura pas produire l'année suivante. Donc on répartit sur 2 pays la production. Et donc ces petits maraîchers nous récoltent nos plantes et nous les envoient pour l'année à venir. Donc ça, évidemment, il y a un contrôle qui se fait, être sûr que la plante est propre et autre, et qu'il n'y a pas de moisissure ou quoi que ce soit dessus. Ça, c'est une première chose. Et puis après, on va faire des contrôles au moment de la production. Et au moment de la production, mais ce qu'il y a, c'est qu'on va vérifier, par exemple, le taux de sucre. On a des outils de mesure. On va vérifier le pH aussi pour le niveau d'acidité. Il y a différents critères qu'on va suivre. Et puis alors, il y a pour nous le plus important, c'est le chef, c'est Sam qui vient goûter quand on produit, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive au niveau de la qualité, parce qu'en fait, on a notre procédé technique, en fait, a un risque, c'est si on laisse, par exemple, la dynamisation 1 minute de trop, on va avoir comme effet d'extraire l'amertume de la tige de la plante, par exemple. Okay. Donc, c'est vraiment, et si on fait 1 minute de moins, on n'aura pas extrait suffisamment d'arôme de la plante. Donc, c'est très, très... Il faut suivre ça de très près pour ne pas avoir de déviance. Et lui, voilà, il veut être sûr que ce qu'on met sur le marché derrière est bien conforme à ce qu'il a développé comme recette. Et donc il vient contrôler comme ça aussi. Alors, il y a un point important, c'est qu'on n'a pas des millésimes sur nos produits, mais c'est vrai qu'on est lié aux récoltes des plantes, et que d'une année à l'autre, il y a plus ou moins de soleil, plus ou moins d'eau, et que donc les différentes plantes vont être à une maturité différente aussi, et donc on va extraire
des arômes un peu différents d'une année à l'autre. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est le côté qui fait terroir aussi. C'est une boisson, c'est pas un raisin, c'est pas un vigneron qui le produit, mais le fait que ce soit une récolte d'un maraîcher, eh bien, en fait, on a quand même un effet quelque part un peu millésime. Ok. Et du coup, les productions, elles se font saison par saison. Enfin, les boissons, c'est en fonction des saisons ou comment ça se passe la production par rapport aux plantes qui poussent pas toute l'année? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, notre partie de secret que je peux révéler, c'est que on a la récolte qui est réalisée, les plantes sont nettoyées, et alors directement après, elles sont cryogénisées. Donc ça veut dire qu'on va les surgeler à moins 196 degrés. Alors ça a deux objectifs. Le premier, c'est qu'on va empêcher toute oxydation de la plante, c'est-à-dire qu'on ne va pas la dégrader, elle va garder toute sa fraîcheur au niveau des arômes, comme si vous la cueilliez et que vous la mangiez directement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à si basse température, les plantes deviennent fragiles comme du verre. Et donc, ça nous permet en fait de les casser en plus petits morceaux. Et du coup, lors de la dynamisation dans l'eau, l'eau va être en contact directement avec les fibres de la plante à beaucoup de niveaux. Alors que si on avait par exemple la feuille de shiso qui est grande comme ça, ben, l'eau va se mettre sur le dessus, mais elle ne va pas rentrer facilement dans toutes les veines de la feuille. Tandis que la feuille éclatée ben, va permettre de créer cet échange et nous permet d'aller sortir, comme vous le voyez ici, la couleur rosée qui est complètement naturelle. Hein. C'est la feuille de shiso qui d'un côté est verte, de l'autre côté est pourpre. Et donc c'est cette dynamisation et le fait d'avoir cassé les plantes en petits morceaux qui va nous permettre d'aller extraire toutes les couleurs présentes à l'intérieur. Ah, génial, ouais, c'est vrai que c'est très joli, ces couleurs. Vous avez des réflexions des fois sur le fait que c'est pas naturel, tu précises que c'est Oui. naturel, ouais, Oui, on a déjà eu des commentaires. Comme on fait pas mal de communication en ligne, les gens aiment bien laisser des commentaires, en général plutôt des commentaires plutôt, je ne vais pas dire critiques, mais oui, on a plus tendance à poser des questions qu'à dire que c'est super. Et là, en l'occurrence, oui, on a de temps en temps cette question, mais pourquoi est-ce que vous mettez autant de colorants votre rosé, il ressemble à rien. Je dis, non, mais c'est la plante, c'est 100% naturel, on ne met pas de colorant. Ici, on n'est pas sur le même rosé, hein, vous voyez qu'il est un peu plus rouge. Ici, c'est la framboise qui va donner la couleur. Donc, voilà. Et ce qui est important à dire, c'est tout à l'heure, je disais, on ne veut pas faire en sorte que les gens boivent du jus. Et donc, quand on va utiliser même des fruits, par exemple ici la framboise, on ne va pas écraser la framboise, on ne va pas extraire le jus. La framboise, ici, elle va être mise entière. Et on va extraire uniquement les couleurs, et les arômes et les antioxydants, et le jus va rester dedans, ce qui va nous permettre de rester bas en termes de sucre et de calories. En fait. Ça fait partie aussi un peu des secrets de production. Et du coup, oui, donc ces deux bouteilles-là qui n'ont pas la même forme que celles dont tu as parlé tout à l'heure, c'est des pétillants, c'est ça? Oui, ici, ce sont des pétillants. En fait, donc, Osan a démarré vraiment avec des tranquilles, avec les plats, blanc, rosé et rouge. Et après, en début 2024, on avait beaucoup de demandes en 2023 d'avoir du pétillant. Pourquoi? Parce que les tranquilles ont vraiment été développés pour pouvoir accompagner des plats. Et donc, ça veut dire que l'utilisation, de par cette définition-là, était plus limitée. Et on avait des gens qui disaient, oui, mais moi j'aimerais bien aussi à l'apéritif, vous pouvez en prendre un apéritif. Oui, mais moi j'aimerais bien quelque chose de pétillant. Et donc, on a eu de nombreuses demandes pour pouvoir avoir des pétillants. Et on n'est pas resté sur les mêmes recettes, c'est-à-dire que le rosé n'a pas les mêmes ingrédients que l'autre. On est parti sur des recettes différentes parce que rajouter simplement du CO2 dans un produit modifie complètement le produit. Et donc l'idée, c'est on disait, on ne veut pas faire un deuxième shiso basique pétillant, on va faire une autre recette qui va fonctionner avec les bulles. Et c'est comme ça qu'au niveau rosé, on est sur de la framboise et du romarin. Et ça donne quelque chose de vraiment génial. En fait, quelque part, les ingrédients, il y a toujours quelque chose de rassurant et quelque chose qui apporte un petit twist. Ici, c'est le romarin qui apporte le twist. La framboise, c'est rassurant, les gens connaissent. Ah ben oui, c'est un fruit, c'est bon, c'est gourmand. Voilà. Et sur celui-ci, par exemple, sur le blanc, on est sur quelque chose de rassurant qui est la mirabelle et une tagette. La tagette, la yucataï, qui est une fleur originaire d'Amérique du Sud, en fait. Et donc, qu'on fait cultiver toujours en Belgique et en France. Et à l'origine, San avait ça dans son jardin, enfin, il en a toujours. Il le travaille dans son restaurant. Mais bon, son potager étant trop petit par rapport à nos besoins, c'est comme ça qu'on a dû aller faire produire nos plantes ailleurs. Mais donc, vous voyez, c'est l'idée d'avoir chaque fois quelque chose de rassurant pour le consommateur, mais en même temps, quelque chose qui dit « Ah oui, mais c'est sympa ça ». Donc voilà, c'est le fait de toujours un peu surprendre les gens au moment où ils goûtent nos produits.
Ok, ça c'est très amusant parce que j'ai fait une autre interview l'année dernière avec le fondateur d'un bar à jeux dans Lyon qui a beaucoup misé sur la partie restauration aussi. Donc il a la partie bar à jeux, mais il voulait aller plus loin et que ce soit vraiment, qu'il y ait vraiment une vraie expérience utilisateur au niveau cuisine. D'ailleurs, le sous-titre, c'est cuisine et bar à jeux. Ils l'ont vraiment mis dans le titre tellement c'était important pour eux. Et la conclusion de l'interview, c'était que pour lui, le secret, c'était conjuguer surprise et familiarité. Et donc voilà, ça fait vraiment écho avec ce que tu dis, le côté, il faut quelque chose de rassurant, mais il faut aussi un petit twist, un petit quelque chose qui va sortir un peu de l'ordinaire et qui va intriguer, quoi, finalement. Oui, oui. Et c'était d'autant plus important chez nous aussi que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un produit qui est connu et personne ne fait la même chose. Donc, on doit déjà passer la barrière de dire c'est différent. Mais en plus de ça, si c'est que des ingrédients où les gens, enfin, on va perdre les gens, quoi. Ils vont pas s'accrocher. Ouais. C'est pour ça qu'on était obligé d'avoir chaque fois quand même quelque chose qui est ancré bien dans les habitudes alimentaires des consommateurs. Ok, top. J'ai une dernière question avant qu'on passe sur les conclusions. Qu'est-ce qui rend l'expérience des consommateurs de Sandrinks mémorable selon toi? À mon avis et de ce qu'on perçoit justement dans les moments où on fait découvrir nos produits à des gens qui ne les connaissent pas, c'est le fait de se dire que c'est vraiment complètement différent. Les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils dégustent, en fait. Et parce qu'ils ont toujours en tête, c'est vrai qu'on a le raccord au vin avec la bouteille, le bouchon de champagne, et donc les gens vont avoir tendance à se dire je vais goûter quelque chose qui ressemble à du vin, c'est une copie du vin. Et en fait, pas du tout. On n'est pas dans une copie du vin, on est dans l'approche cérémonielle, entre guillemets, du service du vin et du pairing avec les plats. Mais en dehors de ça, les arômes n'ont rien à voir et on n'est pas du tout sur ce type de dégustation. Et donc là, souvent, les gens s'attendent à quelque chose et puis alors, il y a deux étapes. Il y a la surprise, en disant, je suis un peu décontenancé en goûtant ça. Et puis après, c'est, mais en fait, c'est vachement intéressant ce que vous faites. Et c'est ça qui est super gai. On voit vraiment dans la tête des gens qu'ils sont perturbés au moment où ils prennent leur première gorgée, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et puis après seulement vient le fait de l'acceptation. Et ça c'est super gai à voir. Je passe du coup sur ma conclusion et sur mon résumé à moi. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs éléments. Donc, il y a ce dont tu viens de parler, effectivement, le côté surprise et puis réconfortant en même temps. Mais il y a aussi toute la mise en valeur du consommateur. Tu m'en parlais tout à l'heure avec le fait que voilà, une jolie bouteille, c'est vrai que c'est, encore une fois, pour moi, ma propre expérience, si on m'amène une bouteille de jus d'orange ou si on m'amène une bouteille comme ça, je ne me sens pas valorisée de la même manière et je n'ai pas le même rapport à l'apéritif, par exemple. Ça me donne plus envie de participer à ce moment qu'avec mon petit jus d'orange pendant que les autres boivent du champagne, quoi. Et puis, bien sûr, tout ce dont tu as parlé tout à l'heure, mais le fait que ce soit des boissons travaillées, qui soient saines, production locale, bio, tout ce qui va avec, tout ce dont tu parlais aussi sur le côté social, même si ce n'est pas visible dans la boisson. Ça contribue peut-être aussi à l'expérience quand on le sait, de savoir qu'on consomme quelque chose qui ne fait pas du mal à la planète, quoi, finalement, et aux humains qui sont dessus, et aux êtres vivants, je pourrais dire, qui sont dessus. Oui, c'est vrai. Maintenant, on ne sait pas communiquer sur tout. On a envie de dire énormément de choses et le temps d'attention du consommateur est très court. Donc, c'est pas facile. On doit se concentrer sur le plus impactant quelque part. Mais ce qui est gai, c'est de pouvoir justement en discuter comme on le fait aujourd'hui et de pouvoir approcher chacun des aspects. C'est évidemment très gai pour moi. Merci. Avec plaisir. Et donc, si j'essaie de faire le lien, de résumer le lien avec la démarche dans le logiciel, on a vu qu'il y avait certains aspects qui se ressemblaient, d'autres beaucoup moins. Sur la partie, si je prends les étapes dans l'ordre, nous, la première étape, c'est ce que j'appelle la recherche d'utilisateur ou la discovery. C'est une étape que vous avez un petit peu passé vite fait, mais vous avez quand même fait un peu, enfin en tout cas lui, le chef avait fait au départ une sorte de benchmark concurrentiel de voir ce qui existait. Vous avez fait de la documentation aussi, donc vous n'êtes pas non plus parti de rien. Sur la partie conception, là, il n'y a pas eu trop de ce que nous on fait parfois du co-design, où on va intégrer les utilisateurs à la démarche de conception, ou en tout cas pour donner des idées. Là, lui, c'est plutôt son idée, sa vision, pour ne pas faire de concessions et rester à fond dans son projet, quoi.
Par contre, derrière, là, il y a toute une phase où on est beaucoup plus raccord sur la partie tester auprès des utilisateurs, observer leurs réactions, ajuster en fonction de ce qu'on observe, que ce soit sur la démarche marketing ou même sur les recettes initialement, si jamais s'il y avait des petits ratés au tout départ, quand il était tout seul, j'imagine qu'il ajustait aussi un petit peu. Donc plus cet aspect itératif, test and learn, qu'on a vraiment beaucoup dans le logiciel. Et du coup, pour le mot de la fin, là, on passe sur un autre domaine déconnecté de tout ce qu'on vient de discuter. C'est un peu les 2 questions signatures du podcast. Je voudrais que tu me racontes une expérience utilisateur particulièrement mémorable pour toi. Donc ça peut être dans le logiciel ou pas du tout, ça peut être professionnel ou personnel, vraiment n'importe quoi, complètement déconnecté de tout ce qu'on vient de discuter. Oui, une question amusante. Alors, j'ai vécu quelque chose d'assez perturbant et en fait, ça fait un petit lien avec justement ce qu'on vient de raconter sur le fait qu'il faut rassurer les gens et en même temps, il faut les surprendre. Il y a eu une époque où je faisais pas mal de plongées sous-marines. J'ai appris en Belgique dans les carrières, en plein hiver, donc on n'était pas dans les Caraïbes, je veux dire. Mais j'ai eu l'occasion, lors d'un voyage, de partir au Guatemala et on m'a accompagné pour faire une plongée, mais c'est une plongée en altitude. Et donc, les personnes m'avaient prévenu, m'avaient dit voilà, on est en altitude, on ne plonge pas de la même manière parce que la pression n'est pas la même, évidemment. Bon, ça, c'est un peu technique, c'est pas très grave. Mais ils m'ont surpris d'une manière incroyable, c'est qu'on était, le lac, c'est le lac Atitlan, et en fait, il est entouré de volcans. Et j'ai eu l'expérience exactement inverse de ce qui se passe dans une mer où on plonge, au fur et à mesure on descend, l'eau devient de plus en plus froide. Et là, en fait, au fur et à mesure on descendait, l'eau commençait à chauffer. En fait, comme c'était un lac volcanique, le fond, en fait, je ne pouvais même pas laisser ma main dans le fond de l'eau, dans le sable, parce que c'était, enfin oui, ça ressemblait à du sable, parce qu'en fait, c'était tellement chaud par les volcans, en fait, en soi. Et ça m'a fortement marqué, c'était de me dire que, ben voilà, c'était des plongées, j'en ai fait une bonne quantité. Et là, ça m'a complètement retourné parce que c'était à l'inverse de tout ce que j'avais fait avant. Voilà, ça c'est ma petite expérience. Génial. Donc là, on est à fond dans la surprise. Voilà. À travers cette question, j'essaie d'identifier un peu c'est quoi les éléments, les ingrédients clés, tu vois. Donc les personnes me donnent à chaque fois une anecdote différente. Des fois, c'est plus ça me fait gagner du temps. Des fois, c'est plus c'est très émotionnel, c'était magnifique. Et là, on est vraiment dans la surprise, le côté je m'y attendais pas finalement. Et ça chamboule un peu mes idées sur le monde, quoi. Tout à fait. Génial. Et enfin, dernière question. Qui est-ce que tu aimerais écouter au micro de ce podcast pour raconter l'histoire de la mise au point de son concept ? Alors, je n'ai pas un nom à donner en particulier, mais plutôt une entreprise que j'ai eu la chance de visiter, mais rapidement. Et ce qu'ils font pour moi est génial. Et en lien avec avec notre métier à nous aussi, c'est la société qui s'appelle le Muselet Valentin. Donc le muselet, c'est la partie métallique qui tient le bouchon sur les bouteilles de champagne, les mousseux ou bien sur nos pétillants au sel. Le Muselet Valentin est une entreprise qui est reprise au patrimoine, on appelle ça comment ? Entreprise du patrimoine vivant, je pense en France. Et en fait, ils ont des machines, parce que je fais un peu le lien avec votre côté système et autres, bon, qui évidemment, là, on remonte à peut-être 80 ans, mais ils travaillent encore avec des machines qui vont tordre le fil, le plier, comme faire de la couture, et c'est un truc mais vraiment impressionnant à voir, c'est splendide. Et on n'imagine pas, on pense à des machines très modernes qui vont super vite et autres. Et là, en fait, il y a une expérience humaine aussi, parce que les gens viennent avec leur petite fiole d'huile pour remettre une petite goutte à un endroit, et on entend juste des clics, tic, 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 tic. Et ça vaut vraiment la peine de voir, en fait, le savoir-faire que des gens continuent à entretenir sur base de machines qui ont, oui, en tout cas plus de 50 ans. Ça, c'est certain, quoi. Et donc, voilà, c'est le côté de la tradition de la production au service de produits complètement novateurs comme le nôtre, quelque part. Ah, super intéressant, c'est inspirant. Merci beaucoup. Je te remercie infiniment d'être venu, de t'être déplacé jusqu'ici. Et puis, je te souhaite le meilleur dans cette aventure au SAN. J'ai hâte de goûter. Merci Margot.
Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Sum. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn ou Mastodon. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito@gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.